Bonjour à tous. Du coup, merci de participer à ce webinaire. Il y a à peu près une quarantaine de personnes qui s'étaient inscrites, donc on va attendre quelques minutes, voir si tout le monde arrive à se connecter, puis on va pouvoir démarrer. Oui, donc il y a quelqu'un dans le chat qui a mis qu'il n'y avait pas de son, donc on avait coupé nos micros. Est-ce que ça va mieux là? Ah, voilà. Bon, écoutez, on va pouvoir commencer du coup et on va dire que ça fera venir ceux qui ne sont pas encore connectés. Euh, Est-ce que c'est bon, Laura, pour le partage d'écran? Ouais. Bon, merci de vous être inscrit à ce webinaire qui va porter sur l'outil la plaquette et la valorisation des haies en élevage. C'est un projet qui s'inscrit dans le programme Valavi, je vais présenter un peu après. Euh, Du coup, moi, je m'appelle Kéliane Maillarbeau, je suis conseillère en agro-environnement à la Chambre d'agriculture de la Charente. Je vais te laisser te présenter, Laura. Bonjour, Laura Fournier de la Chambre d'agriculture de Corrèze. Je suis conseillère agroforestière à la Chambre. Et je suis donc avec Kéliane qui organise aussi ce projet donc Va la vie. Du coup, pour cette réunion, donc je vois dans le chat une question. En fait, ce webinaire, on l'a organisé d'une manière où nous allons passer une vidéo qui a été réalisée chez Michel Senin, qui réalise de la plaquette bois issue de ces haies.
Donc cette vidéo va durer, 4 minutes à peu près et ensuite, donc on a, dans les participants, monsieur Senin et Louis-Marie Mengui qui pourront répondre à vos questions. Donc Louis-Marie est conseiller chambre d'agriculture en Haute-Vienne et monsieur Senin que vous verrez, dans la vidéo. Au niveau de la vidéo, donc ce qu'on vous demandera du coup pendant la diffusion de la vidéo, c'est de couper vos micros et vos caméras. Il faut savoir que ce webinaire, il est enregistré. Sachez que, peut-être on vous a demandé une petite autorisation, sur l'enregistrement, mais cette vidéo est enregistrée. Du coup, lorsque vous souhaitez, poser des questions, vous pouvez les poser dans le chat. On répondra à ces questions et on vous donnera la parole, lorsque, la vidéo, sera finie. Si vous avez d'autres questions que vous n'avez pas forcément eu le temps de mettre dans le chat, n'hésitez pas à lever la main. La main, elle se trouve en haut de votre écran, à côté de participants. Voilà. Voilà, donc du coup, comme je l'ai dit en introduction, donc ce webinaire, il est organisé dans le cadre du projet Valavie, donc qui a commencé il y a 1 an et donc qui durera 3 ans au total. Donc l'objectif, en fait, c'est de faire connaître aux agriculteurs principalement donc les pratiques qui sont réalisées en agroforesterie, donc qui sera un peu innovantes et voilà pour permettre de les faire connaître. Donc on organise plusieurs webinaires par an. Donc, il y en a comme aujourd'hui, on va diffuser une vidéo en présence d'un agriculteur qui témoigne pour pouvoir répondre aux questions. Il y a aussi des webinaires, par exemple, en élevage sur l'arbre fourrager, donc, où là, on fait plus une présentation. On organise également des rallyes, donc 1 fois par an, donc, sur des fermes, alors principalement en Nouvelle-Aquitaine, mais ça peut être aussi hors région. Et donc, il y a principalement un volet donc, en viticulture et en élevage ruminant. Donc, voilà, pour essayer de diversifier un petit peu les domaines de production. Bon, du coup, donc, je vais diffuser donc, une vidéo donc, de 4 minutes où Monsieur Senon, donc, qui est actuellement présent, donc, pourra répondre à vos questions ensuite. Donc on va essayer d'effectuer voilà, la diffusion en direct de la vidéo. On n'a pas le son, Kéliane. Mince. T'as pas le son, mince, ça fonctionnait tout à l'heure. Non, là, c'est bon. Tu avais pas le son, Laura, du coup? Non, vous l'aviez? Louis-Marie, vous l'aviez? Oui ou non? Non. OK. OK. Bon, on est Est-ce plusieurs à que, pas l'avoir eu. est-ce que tu pourrais essayer de la diffuser, Laura, si, ah non, c'est bon, ça devrait être bon là. Je te laisse me dire. C'est bon. Je suis Michel Senon, je suis dans la commune de Rancon, Nord-Haute-Vienne. Je suis agriculteur sur une ferme de un peu plus de 200 hectares. Je suis naisseur-engraisseur, essentiellement des limousines, mais quelques blondes d'Aquitaine. Mon objectif sur cette exploitation, c'est d'être le plus autonome possible, aussi bien dans mes cultures que dans les affouragements d'hiver, notamment en litière aussi.
Et c'est pour ça que j'attache une importance particulière à la gestion des haies sur mon exploitation. L'élément déclencheur, c'est d'abord, quand j'ai acheté ma maison, il n'y avait pas de moyen de chauffage. Donc, je cherchais un moyen de chauffage à bûche. Je me suis dit, ça va être la corvée du bois bûche, d'alimenter le feu, d'enlever les sacs. J'ai dit, c'est une corvée assez pénible et assez physique. Donc, je cherchais un moyen simple de me chauffer. Donc, j'ai pensé au bois plaquettes. Donc, la première chose, c'était me chauffer avec des plaquettes de bois et donc mécaniser un maximum l'utilisation du bois. La deuxième raison, c'était surtout valoriser jusqu'au bout les bois des branchages. Je me suis dit, on coupe des branches, on récupère les meilleurs morceaux pour faire des bûches, et puis le reste, on fait des gros tas, on fait brûler. Et ça me faisait de la peine de faire brûler toutes ces branches. Je me suis dit, il faut les valoriser d'une autre façon. Ce qui fait qu'une partie en chauffage, chez moi, une partie en chauffage pour ma commune, parce que depuis maintenant 8 ans, la commune se chauffe aussi aux plaquettes. Et s'il y a du surplus, parce que malgré tout, on n'est pas toujours juste dans les quantités, le reste passe en litière animale. C'est une très très bonne litière. Contrairement à ce qu'on pense, ça n'acidifie pas les sols. Et ça permet de restituer de la matière organique dans le sol mieux que dans l'atmosphère. En général, dans la deuxième partie de l'été, fin août, début septembre, on coupe les branches, on fait l'élagage d'une parcelle. Toutes les branches qui méritent d'être coupées, toutes les haies qui sont trop denses, méritent d'être éclaircies, on coupe tout ça, on fait des tas. Un mois après, quand les feuilles sont sèches, on fait passer la déchiqueteuse. C'est la Cuma de l'or noir qui gère le chantier. Et on stocke en tas, comme on voit derrière moi. Et c'est repris après dans l'hiver pour le chauffage, voire la litière animale si on a besoin. Par an, je fais entre 500 et 800 mètres cubes de plaquettes, sachant qu'il y en a environ 200 qui sont donnés par des voisins qui ne veulent pas les valoriser eux-mêmes. La reprise de la plaquette est faite au godet, comme on a à côté là, aussi bien pour les chaufferies. On remplit directement la chaufferie chez moi ou on livre à la commune à Rancon avec une grosse benne classique comme de l'ensilage. L'agroforesterie sur l'exploitation, on n'y a pas encore songé à planter des haies en milieu de champ pour diviser les parcelles. Parce qu'on est sur une zone où on est en vallée de Couze et en vallée de Gartempe. On a pas mal de dénivellation, de talus, de trucs comme ça qui sont tous plus ou moins plantés d'arbres et tout ça. Notamment, on a des haies de noisetiers, on a des haies de charmilles et de toutes sortes. Par contre, il n'est pas exclu qu'un jour on plante des haies de bordure, notamment sur les peut-être bords de route ou du moins sur les divisions de parcelles, quoi. Voilà. Donc, voilà. Du coup, C'est magnifique. La première fois que je vois ce spectacle, mais je le trouve extraordinaire, hein. du coup, nous allons commencer donc pour l'échange. Donc, si vous aviez des questions, bon, on n'en a pas forcément vu dans le chat. Donc, Michel, ah ben si, il y en a. Oui. Donc, Michel Senan est parmi nous, donc avec Louis-Marie. Je ne les vois plus connectés. S'ils peuvent mettre la caméra, ce serait chouette. Du coup, je te passe la main, Kylian. Donc, je vois donc Aurélie que tu as une question, donc je vais te laisser la parole donc pour la poser à Monsieur Senon. Oui, bon, Aurélie, ton son n'a pas fonctionné. oui. Bonjour, Aurélie Delmas de la Chambre de lecture de la Vienne. Je ne les vois pas, donc je ne sais pas s'ils sont revenus, Louis-Marie et Michel Salsonon, mais je me demandais si la commune avait été déjà équipée, ou s'il y avait dû y avoir un investissement supplémentaire pour la commune pour pouvoir racheter les plaquettes de
de M. Senon. Non, la commune a monté son projet, maintenant ça fait une douzaine d'années, on va dire. C'est moi qui étais à l'initiative, bien sûr, parce que je voulais faire participer tous les gens de la commune qui avaient des branches à donner, qu'ils puissent les donner directement à la commune au lieu de les donner à moi. Donc l'objectif, c'était que tous les agriculteurs, voire tous ceux qui avaient des branches à faire couper, puissent les valoriser par la commune. En plus, il y avait une chose qui me tenait à cœur, c'est qu'on fait l'élagage des routes pour faire passer les cars et les camions pour les livraisons. Et je disais, c'est quand même dommage de mettre ça en table, que ça pourrit ou qu'on le fasse brûler, quoi. Donc, c'était bien à mon initiative que la commune s'est lancée là-dedans. Et c'est moi qui gère un petit peu et les chantiers de broyage et le stockage et la relivraison par la suite. Si la commune se chauffe comme ça, c'est moi qui suis le principal, je dirais, acteur de tout ce qui est organisation. Donc, et merci. Alors du coup, donc je vois une autre question donc de Laroute Manu. Alors c'est normal que vous n'ayez pas accès au micro en fait, donc c'est nous qui vous donnons la possibilité de le mettre au fur et à mesure qu'on descend le chat. Donc écoutez, je vais du coup donc je vois Laroute Manu, je vais vous laisser poser votre question. Normalement, vous pouvez mettre le micro. Bonjour, vous m'entendez? Oui, oui. Oui, bonjour. Oui. J'ai une question. Combien de kilomètres de haies pour les 800 cubes de plaquettes? Combien de kilomètres en fait pour réaliser Ouais. les 800 mètres cubes par an, Oui, Monsieur c'est Senon? ça. Je pense que pour faire les 800 mètres cubes, on ne parle pas vraiment de kilomètres ou de. On prépare une parcelle où on va probablement faire du maïs l'année d'après. On dit, il y a des lagages à faire ici. Donc, c'est une parcelle, généralement, il peut y avoir une vingtaine d'hectares, mais il n'y en a pas en continu. Par exemple, des arbres, il peut y en avoir que sur certaines portions du périmètre. Puis après, on nettoie aussi des champs. Je dirais, une année, on va nettoyer un bord de rivière ici. Une année, on va nettoyer un talus dans un parc à vaches ailleurs. Je pense qu'on on fait pas des kilomètres, on juge au volume, quoi. Et puis quand on juge qu'on en a assez, ben on dit on prendra l'année prochaine. Ok. On n'a pas une stratégie, je dirais, avec une part, on pourrait dire en 25e, si on voulait y revenir tous les 25 ans. Non, non, on n'est pas encore à ce niveau-là. C'est l'œil, et l'œil va très bien pour ça. Et une autre question, entendez? Oui, oui, allez-y. Le coût du mètre cube, c'est combien de broyage? Le coût du broyage, hors ce qui est autre que c'est-à-dire hors manutention, le coût du broyage en lui-même, c'est autour de 8 à 10 euros le mètre cube de broyage simplement. Mais je ne compte pas ni les lagages avant, ni le transport des branches, ni le transport des copeaux après, quoi. 8 à 10 euros le mètre cube juste de broyage, ça correspond à, je dirais, suivant si les tas sont avantageux, ben, ça va coûter moins cher. Et si les tas sont éloignés les uns des autres et puis que les branches sont mal arrangées, ça va coûter un peu plus cher parce qu'on va mettre moins de mètres cubes à l'heure, quoi. Parce que la machine, elle travaille à l'heure. Ok. Et vous les vendez à combien, du coup, la commune? À la commune, elles sont revendues autour de, allez, à peine 30 euros le mètre cube. Parce qu'on fait rentrer des notions de stockage, de transport le jour du broyage et de transport pour livrer, enfin de livraison à la commune. Et aux agriculteurs qui fournissent des branches, la commune aussi paye une petite part, quoi. Elle rachète les branches aux agriculteurs qui veulent en donner, quoi. Ok. Très bien. Ça les indemnise un petit peu sur le fait du temps qu'ils vont passer à élaguer, quoi. Ouais. Ok. Merci. Ah oui, allez-y, pardon. Non, par rapport à du gaz ou du fioul, la commune, ils sont gagnants ou pas du tout? Alors, sur le projet, quand on a monté le projet, on était sur l'année du projet, hein, je dis bien, on était sur une facture de un peu plus de 16 000 euros de carburant pour les différentes chaudières qu'il y avait à la commune. Et là, le chauffage revient annuellement à 6 000 euros, quoi. Tout compris, quoi, l'achat des plaquettes, quoi. Ouais.
Ok. Alors donc, ça fait quand même une économie de 10 000 euros annuels avec un retour d'investissement. À l'époque, c'était sur 7 ans, je crois. Ouais. Ok, merci. Merci à vous. Donc, alors, David, je vois que tu as également une question à poser. Ouais. Normalement, tu as le micro là. Ouais, oui. Ouais, c'est bon. Bonjour. Une question pour compléter un peu celle d'avant. Vous avez dit là, effectivement, vous jugiez à l'œil de ce qu'il y avait à faire. Est-ce que vous avez entendu parler du plan de gestion durable des haies, qui est un outil à destination des agriculteurs, justement pour estimer le volume de bois de l'exploitation et qui permet, par tranche ou par gros chantier, de se dire, ben voilà, cette année, on attaque sur telle parcelle parce que c'est mûr, quoi. En gros, ça, c'était la première question. Et la deuxième question, le fait d'avoir été l'initiateur de cette démarche sur votre secteur, est-ce que les voisins agriculteurs, ils se disent pas, ah là quand même, ce qu'il a fait, c'est bien, je pourrais très bien partir sur l'aventure et peut-être mieux valoriser mon bocage, comme vous le faites vous, quoi. Alors, à la première question, j'avais fait passer Louis-Marie Magui, qui est à côté de moi, sur mon exploitation. Il avait pris mes plans qui sont à la chambre de déclaration des PAC et il avait fait le tour de mes parcelles pour voir le volume global qu'il y avait sur l'exploitation. Ouais, Et d'accord. d'après ça, on a déterminé qu'on pouvait sortir environ 450 mètres cubes annuels sans porter atteinte au patrimoine haie. En plus, moi, il a fait que le parcelle d'exploitation, mais j'ai des parcelles de bois qui, éventuellement, lorsque je veux valoriser un peu de bois, je mets une petite partie aussi au copeaux, aux plaquettes. Donc, à un moment donné, je fais largement, si je fais plus de 450 mètres cubes annuels, c'est pas grave, vu qu'il y a une partie de bois qui peut compenser éventuellement ce que je mettrais, ce qui me serait autorisé pour rester dans la même configuration, quoi. Mais alors, quant à faire des émules chez mes voisins, ça a été très long. Aujourd'hui, on en voit un petit peu qui, plutôt que de faire brûler tout, soit ils me les donnent à moi, et puis ils me disent, ben, valorise-les, toi, tant qu'à faire, comme ça va nous enlever la partie brûlage des branches, et ça arrive quelquefois. Soit il y en a maintenant, j'en connais quand même quelques-uns, qui font de la plaquette, mais plutôt pour le paillage. Parce que bon, quand on a son chauffage autrement, on ne va pas changer de chauffage du jour au lendemain. En plus, un chauffage pour une maison individuelle, aujourd'hui, je crois qu'il s'en monte très peu, parce que le coût d'installation de la chaudière et le silo et tout ça fait que pour une maison individuelle, c'est peut-être à la limite du rentable, quoi. Ok. Merci pour ces réponses. Mhm. Merci. Alors, du coup, je vois Tanguy Lassagne, vous avez une question. Oui, bonjour. Je me demandais, lorsque vous dispersez la litière plaquette dans les parcelles, est-ce qu'il y a pas de risque d'avoir des fins d'azote ensuite dans le sol? Alors, je vais répondre rapidement. On ne met jamais de la litière 100% plaquette. On en met surtout en sous-couche. Donc, ça représente que peu de pourcentage. On va dire que par rapport à un fumier classique, on est à 20-25% maximum, quoi. Et les plaquettes se dégradent très, très vite derrière parce qu'elles sont déjà, je dirais, ensemencées, je dirais, des germes qu'il y a dans les blouses de vache, dans le fumier, dans tout ça, et elles se dégradent très très vite. Fin d'azote, je n'ai jamais remarqué ça. Si je mettais de la litière pure, peut-être que ça pourrait le faire, mais j'y crois pas trop. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, Marine Levrard, je vois que vous aviez une question.
Bonjour, merci. Oui, par rapport au rendement, j'étais un peu étonnée du coup de vous poser la question s'il s'agissait en effet que des lagages et non pas de recépage, c'est-à-dire d'exploitation au ras du sol qui permettrait d'avoir des rendements plus élevés et peut-être moins chronophages. C'est-à-dire que là, en effet, vous êtes pied par pied, enfin en tout cas, vous élaguez là où il vous semble bon de faire du clair plutôt que de prendre l'ensemble d'un linéaire. Est-ce que c'est bien ce que vous faites du coup, uniquement de l'élagage et pas du recépage, donc vraiment au ras du sol? Alors, il y a deux choses. Sur les arbres les gros chênes, par exemple, là, c'est bien des lagages. Et on parle des lagages qu'on ferait tous les 30 ans, grosso modo, sur une parcelle, 25-30 ans, quand les branches ont repoussé suffisamment grosses. Là, on est bien sur de l'élagage. On ne coupe pas les arbres au pied. Et par contre, dès qu'on est sur des haies de noisetiers ou de quelque chose qui se régénère facilement, là, c'est sûr que c'est coupé au pied, quoi. Sur du charmille aussi, je dirais globalement, sur des trucs qui repoussent facilement, on coupe au pied aussi, oui, oui, ça arrive. Ouais, toutes les CP d'arbres et les CP d'arbustes. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, oui, David, je te laisse compléter. Oui, une autre question, justement sur l'application des fumiers mélangés avec la litière. Donc, sur une culture en suivant, est-ce que vous avez noté des rendements supérieurs au niveau de ce qui se passe sur la culture en elle-même et ou aussi une amélioration de la structure du sol? Parce qu'on sait que de remettre du bois comme ça dans les parcelles, alors effectivement, il y a l'histoire de la fin d'azote, mais là qui est effacée grâce, grâce au fumier, grâce aux bouses des stabus, par exemple. Mais est-ce que vous, d'un point de vue agronomique et d'un point de vue de vos sols, vous avez observer des choses satisfaisantes par rapport à cette application-là, quoi. Alors, je n'ai pas fait de mesure, hein, donc c'est assez délicat. Pendant un temps, je faisais partie du groupe des 30 000. Là, on faisait des comptages de vers de terre et de vie microbienne du sol. Ok. J'étais toujours bien placé dans mes vers de terre et dans le reste, mais je ne pense pas que ce soit dû qu'à ça, parce que je suis aussi soit en semi-direct, soit en semi-hyper simplifié. Donc, il y avait peut-être une partie de ça qui jouait aussi, quoi. Je ne peux pas dire à quoi était dû l'effet. D'accord. Merci. Donc, merci pour ces compléments. Aurélie, je te redonne la main du coup. Oui, je revenais à nouveau sur l'usage du coup de la plaquette en litière. Je me demandais si vous aviez déjà des craintes avant de le faire et si vous aviez constaté plutôt des avantages ou des désavantages à la fois pour vous sur l'organisation du travail et aussi pour les animaux en termes de salissement ou autre. Alors, on va commencer par la fin. Le salissement des animaux, non, ils sont très très propres et ça ne les salit pas plus, je dirais. Il y a un aspect visuel qui est moins chaleureux parce que la paille, c'est jaune et c'est plus joli aussitôt qu'on a paillé. Et les plaquettes, je dirais, ça reste noir. Donc, on n'a pas l'impression d'avoir fait une litière quand on a fait ça. D'un autre côté, au niveau absorption, les plaquettes absorbent très très bien, surtout en sous-couche. C'est facile à curer le fumier après. Et je dirais que pour nous, on n'avait pas d'appréhension là-dessus, hein, parce que je me disais que si on fait 100 mètres cubes de plaquettes pour dégager, je dirais, une parcelle, ça équivaut à l'achat d'un camion de paille. Et ça nous coûte nettement moins cher de faire 100 mètres cubes de plaquettes qu'on ferait brûler, enfin de branches qu'on ferait brûler en tas, que d'acheter un camion de paille. Donc déjà, sur cette économie-là, j'avais pas d'a priori, je savais que j'allais gagner quelque chose, quoi. Ok, merci. Et pour les pendages, en fait, enfin, quand vous mettez la plaquette dans les stabus? Alors, pour mettre la plaquette, on a essayé à l'épandeur à fumier, mais ça ne va pas du tout parce que ça fait trop de poussière. Donc, on la met simplement au godet, puis les vaches avec leurs pieds finissent la répartition au sol. Je pense qu'il n'y a pas trop de contraintes pour mettre de la plaquette dans une stabulation. Mais il faut éviter tout ce qui est pailleuse ou épandeur à fumier. Nous, on avait dit, oh, bah, pour les épandre régulièrement, on va mettre ça dans l'épandeur, on va passer avec les hérissons, et puis ça va nous les étaler proprement. Waouh, la poussière! Donc, on a vite arrêté, quoi. Et la pailleuse, c'est pareil, quoi. Donc, il faut les mettre vraiment au godet, quoi. Lors d'un curage, par exemple, après avoir curé le fumier. Moi, je vais enchaîner sur
sur une ou deux questions. Je voulais savoir déjà au niveau donc des haies que vous avez. Ah mince, ouais, je prends un peu le devant. Je vois qu'il y a Monsieur Laroute qui voulait vous poser une question. Juste, moi je reviens sur l'entretien des haies. Vous effectuiez comment avant votre entretien de bordure de champ avant de faire la plaquette, vous entreteniez comment? Et maintenant, comment vous entreteniez sans forcément. Est-ce que vous faites aussi de l'entretien sans prélever de bois? Enfin voilà, quel entretien vous faisiez avant et quel entretien vous faites Alors, maintenant? avant, on faisait un entretien classique, hein, c'est-à-dire que sur les parcelles qui avaient besoin de donner l'agage, eh bien, on élaguait, on triait le meilleur bois et le reste passait en tas et on faisait brûler. Ça, c'était, mais il y a quand même plus de 20 ans que je me suis occupé de ma chaudière, donc ça fait 20 ans qu'on a changé notre fusil d'épaule. Euh, on- Après, on a une machine qui s'adapte c'est une pince, un sécateur, pas une escomelle, qui s'adapte sur le télescopique et on avance choisir le bois dedans, on coupe, on aligne, on coupe, on aligne. Mais je dirais qu'on n'a pas changé vraiment la méthode d'élagage, c'est juste la valorisation, quoi. Avant, on élaguait aussi, hein, donc ça revient. Je me souviens avoir défriché des parcelles de bord de rivière et avoir fait des gros feux, moi qui avais brûlé plus d'une semaine. Et là, ça m'avait fait mal au cœur. Et c'est là que j'ai décidé de me chauffer avec ça, quoi. D'accord, merci. Voilà, mais c'est vrai que tout ça, ça s'est passé avant les années 2000, en fait, quoi. Oui, tout ce que j'avais fait, Voilà. les gros feux, là, oui, c'était avant avant que j'ai ma chaudière. Ouais. Ok, merci. Donc, Monsieur Laroute, je vais vous redonner le micro. Je vois que vous avez une question. C'était juste, vous mettez les plaquettes juste au début, enfin, juste quand vous avez curé. Vous n'en remettez pas après, au fur et à la saison, l'hiver. Alors, suivant la quantité qu'on a à disposition, soit on en met, parce qu'on n'en met pas vraiment épais, on met entre 5 et 10 cm. 8 cm, ce serait la norme, mais bon, entre 5 et 10 cm. Après curage, si on en a de la plaquette, hein, s'il y a des années, on en a moins, on va pas. Le chauffage est toujours prioritaire. Et après, si on a vraiment beaucoup, eh bien, ça ne nous empêche pas d'en rajouter par la suite, quoi. Mais on rajoute toujours au godet. On peut en rajouter une fois, deux fois, trois fois. Ça n'a pas d'importance, quoi. Ça nous arriver, mais il faudrait vraiment un volume de plaquettes après, parce que moi, je passe quand même beaucoup de paille. Chez moi, j'ai une grosse exploitation. Je ne peux pas être à 100% autonome en plaquettes. Ou alors, il faudrait que je défriche toute mon exploitation d'une seule année. Et ça, c'est surtout pas ce que je veux, quoi. Ok. Je veux du durable. Merci. Et comme disait M. Senand, donc c'est vrai que la priorité, c'est quand même la chaufferie de la commune, où il y a un mini réseau de chaleur qui permettent de chauffer quel type de bâtiment Eh bien, ça chauffe la mairie, les écoles, les 2 salles des fêtes et 1, 2, 3 logements, je crois, la poste aussi. Donc, tous les bâtiments communaux étaient regroupés, nous, ça tombait bien, donc ils sont tous chauffés comme ça. Mais c'est une consommation de 250 mètres cubes annuels, c'est tout, quoi. Après, j'ai quelques clients aussi en privé, des gens qui ont des maisons bourgeoises qui sont un peu grandes, qui se chauffaient avec 7000 litres de fuel et qui sont passés avec une chaudière comme ça pour faire des économies, quoi. Donc la priorité, c'est quand même alimenter la chaudière de la commune, alimenter sa propre chaudière aussi pour sa Voilà. maison, et les quelques clients qui sont à proximité, quoi, pour Voilà, pas faire trop de transport et pas trop de route. Mhm. Et quand il en reste, effectivement, ben, il l'utilise pour le paillage, quoi, en litière. Ok, bah, merci pour ces précisions. David, je vois que tu as une question. Oui, c'est encore un petit peu pour voir ce qui se passe avec les agriculteurs voisins. Vous avez quand même évoqué le fait que ça soit bah voilà, moins onéreux qu'un camion de paille. Et là aussi, même Louis-Marie, tu vois, quand tu rencontres d'autres agriculteurs, le fait de cette expérience-là, est-ce que ça parle à des gens du territoire pour se dire, bah voilà, je vais gagner en autonomie et l'idée derrière, c'est que tout ce que je vais pas dépenser bah, en argent, hein, je vais le gagner dans la trésorerie de l'exploitation, tout simplement, quoi. Donc, comment on fait pour... Enfin, c'est toute question de la filière à l'échelle
de la Haute-Vienne, de Charente-Limousine et du bocage du Mont-Morillonnais, hein. C'est vrai on n'est pas structuré en filière, donc automatiquement, ben, la demande et l'offre, c'est toujours un peu compliqué. Mais comment, même pour vous, qu'est-ce qui est le frein pour se dire, ben, tiens, j'ai un bocage, je le valorise là parce que ben, ça va avoir du sens sur tout un tas de choses. Je vais gagner en autonomie et je serai un peu moins dépendant de l'extérieur, quoi. Oui, je pense que des filières, on a voulu en monter plusieurs fois et ça a été compliqué parce que d'abord, il faut que les communes, je dirais que l'idéal, c'est mettre des chauffages dans des communes où il y aura de la consommation et où c'est facile à regrouper, faire des mini-réseaux de chaleur. Je ne parle pas de Hmm. grands réseaux, mais des mini-réseaux de chaleur qui correspondent, comme nous à Rancon, ça tombait bien. Là, il faut déjà trouver des communes qui veulent faire ça. Après, la plaquette, c'est quand même assez compliqué dans la gestion, notamment entre le moment où on la broie, il faut la stocker dans un endroit à l'abri, sous un hangar. Après, il faut être capable de la livrer au fur et à mesure des besoins des communes et tout ça, et faire des, 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 comment dire, des groupes pour travailler là-dessus, c'est pas tellement facile. Moi, je vois mes collègues agriculteurs, en dehors de leur partie agricole, ils veulent pas s'impliquer trop là-dedans. J'ai eu le sentiment qu'ils veulent bien déléguer à d'autres. Moi, s'ils me donnent des branches, c'est parce qu'ils veulent pas s'en occuper eux-mêmes, quoi. Hmm. Dans beaucoup de cas, quoi. Et une petite question pour compléter, vous n'êtes pas obligé de faire du criblage, du coup, il n'y a pas que de déchiquetage qui poserait problème sur les chaudières automatiques, ou alors vous avez cette phase-là quand même à faire? Alors, il y a les deux cas de figure. Moi, ma commune, Rancon, je leur ai jamais dit qu'on pouvait cribler les plaquettes, donc ils ont accepté depuis le premier jour des plaquettes non criblées. Mais Ok. c'est que j'avais fait exprès d'oublier de leur dire qu'on pouvait les cribler. Donc, dans le cahier des charges, on ne l'a pas marqué. Très Et bien. depuis 12 ans, je leur livre des plaquettes non criblées et il n'y a jamais eu de souci. Quant à mes autres clients ou moi-même, je ne les crible pas non plus et ça brûle bien comme ça. Par contre, c'est vrai qu'il y a des communes à côté et elles veulent de la plaquette criblée. Et je ne vois pas ce qu'elles marchent, ce qu'elles ont de plus ou de moins, quoi. Non, aujourd'hui, si on fait de la plaquette correcte, elle n'a pas besoin d'être criblée. Les queues de déchiquetage, les chaudières peuvent les accepter, un petit peu du moins. Et le problème, ce serait plus les fines. Quand il y a trop de fines, ça engorge les vis, quoi. Ok. Merci. Et après, peut-être expliquer que ça a été quand même mis en avant avec l'ACUMA pour monter Oui, oui. C'est-à-dire que toute organisation. au départ, la CUMA de l'Or-Noir avait décidé de monter tout un tas de réseaux pour vendre de la plaquette. Et pour arriver à joindre, à aller vers des communes, ils avaient aussi, parce qu'il y a d'autres fournisseurs de plaquettes, malheureusement, il n'y a pas que nous. Et les autres, ils proposaient de la plaquette criblée et tout ça. Après, moi, ce que je fais, si je crible pas mes plaquettes, je reconnais que à la confection des plaquettes, je les trie un petit peu. C'est-à-dire celles qui sont très belles, qui viennent d'un chantier où il y a beaucoup de bons bois et tout ça, je vais les mettre plutôt vers le chauffage. Et si j'ai des chantiers où il y a beaucoup de bois inférieur ou beaucoup de petites branches et tout ça, où je sais que j'aurai beaucoup de fines, celles-là, je vais les réserver plutôt à la litière. Voilà. Moi, je fais un pré-calibrage de mes sans les passer au tamis, quoi. Après, ça fonctionne bien. Moi, il n'y a pas de souci. À Rancon, il fonctionne depuis 12 ans maintenant, je crois, une douzaine d'années. On n'a jamais criblé une plaquette. Donc, merci pour ces précisions. Monsieur Laraude, je vous redonne la main. Oui, pour stocker vos plaquettes, combien tu fais de mètres carrés votre bâtiment? Alors, le bâtiment, c'est un bâtiment où je mettais du foin avant. Je voulais en construire un il y a quelques années, et puis je voulais mettre du panneau photovoltaïque, et il n'y avait pas de possibilité de raccordement à l'époque. Donc, je vais rester sur mon bâtiment qui me servait à mettre du foin. J'utilise environ pour loger entre 700, 800, 900 mètres cubes que je fais annuellement. Ça dépend des. Il me faut 3 fois 10, 300 mètres carrés sur la hauteur, quoi, on va dire. Ok. Après, il faut que le bâtiment soit assez aéré. Il ne faut pas que ce soit un bâtiment Ouais. fermé. Ça ne conviendrait pas dans une grange fermée, par exemple. Il Il faut que l'air circule tout le tour du tas. Il n'y a pas de problème de condensation, que ça Eh bien, roule, quoi.
il faut que ça monte en température pour que l'humidité se concentre en haut du tas et qu'il y ait suffisamment de courant d'air pour évacuer l'humidité qui se concentre en haut du tas. Ça, c'est l'essentiel. Si on était dans une grange, la température monterait aussi, je dirais, en haut du tas, sauf que s'il n'y a pas de courant d'air pour évacuer l'humidité, elle va rester en haut du tas et elle va redescendre dans le tas au fur et à mesure, ce qui fait que l'effet ne serait pas ce qu'on cherche, quoi. L'idéal, c'est bien qu'il y ait de la vapeur qui se dégage en haut du tas et que le courant d'air qui passe en haut amène cette vapeur, quoi. Il y a des risques d'incendie. C'est pour ça. Ça ne peut pas brûler, parce que c'est de la vapeur d'eau. Vous essayerez de faire brûler de la vapeur d'eau. Mettez-vous au-dessus de la cocotte minute, la vapeur d'eau qui sort, vous ne l'enflammerez pas, même que ça vous paraît être c'est que de la vapeur d'eau, ce n'est pas de la fumée. Il n'y a pas de problème d'assurance, quoi, pour stopper ça, quoi. Non, il n'y a pas de souci là au niveau. De toute façon, moi j'ai une sonde et jamais on est monté vraiment au-dessus des 70-75 degrés à l'intérieur du tas. Mais ce n'est pas comme du foin, je dirais, qui peut s'auto-enflammer parce que ça va faire des gaz. Là, ça ne fait pas de gaz. C'est juste de la condensation d'humidité qui remonte en haut du tas. Ok. Par contre, surtout quand le tas est fait, il ne faut surtout pas le brasser. Sinon, on coupe le cycle je dirais, de séchage, quoi. Donc, une fois que le tas est confectionné, il faut bien attendre les 3 à 4 mois de séchage, je dirais, pour qu'il soit sec entièrement au cœur, quoi. Et je dirais que après, il va descendre autour de, je dirais, 16, 18, 20 d'humidité, mais il va tourner autour de ça, quoi. On a du bois qui est relativement sec après, à la fin du processus, quoi. Nous, on prend l'humidité au départ, elle est à 40. Au départ, elle est à 35, 40, quoi. Et à la fin, ben, on descend à 16, 18, 20, quoi. Ok. Chez nous, là, dans les Landes, ils ont fait des essais avec du Micanthus. Vous savez, oui, je vois ce que c'est, oui. Que du Micanthus. Je ne connais pas la différence, c'est bien pour ça. Le Miscanthus, ça peut le faire aussi, peut-être, hein, je ne veux pas dire. Hein. Aujourd'hui, il est voué à peut-être remplacer certains trucs, mais je n'ai pas l'information, je n'ai pas la comparaison chez moi. Ok. Moi, je reviendrai aux plaquettes. Donc, il y avait une question qui n'est pas apparue dans le chat, mais de Jean-Chris, si je ne dis pas de bêtises, j'ai ça, qui demandait, donc je ne sais pas s'il souhaite prendre la parole, normalement, il peut. Aujourd'hui, s'il le souhaite. Oui. Oui, bonjour. J'aurais voulu savoir si la taille des plaquettes avait une importance en utilisation en paillage. Oh, oui, bien sûr. Bien sûr. Je pense que de la plaquette, il faut qu'elle soit raisonnable. Si elle est trop grosse, eh ben, elle va absorber moins d'humidité que si on a une plaquette plus fine. Hein. Ça, c'est sûr. Nous, on est sur une grille de, je dirais, 50-50 qui passe à la déchiqueteuse et ça convient aussi bien pour le chauffage que pour la litière. Certains de mes collègues avaient essayé, notamment en chauffage, parce qu'ils pensaient que les plaquettes seraient plus belles, de mettre la taille de machine au-dessus. C'est là qu'on se retrouve avec des queues de déchiquetage plus importantes. Alors en paillage, ça n'aura peut-être pas trop d'importance, mais elles vont absorber certainement moins, quoi. Merci. Donc, c'est-à-dire, vous avez des plaquettes qui font 5 cm. Non. La grille de passage de la déchiqueteuse, c'est une grille de 50-50. C'est du carreau de 50-50. Et la plaquette, elle fait 1,5 cm de long et dans tous les sens. Enfin, pas dans l'épaisseur, mais de long et de large. Et ça fait à peu près 3 à 5 mm d'épaisseur, quoi. C'est de la petite plaquette. Hein. C'est pas de la plaquette qui conviendrait, enfin, qui pour les grosses chaufferies industrielles où ils font de la plaquette beaucoup plus grosse. Quoi. Voilà, donc disons que le calibrage de la déchiqueteuse est réalisé pour les chaudières. Oui. Voilà. Ouais. Et c'est vrai que pour le paillage, on pourrait accepter en fait de la plaquette bien plus grosse. Parce qu'il y a des essais qui ont été faits même sur des plaquettes qui faisaient jusqu'à 8-10 cm de long. Sur les bovins, je parle. Hein. Et il n'y a pas eu de conséquences en fait au niveau du bien-être animal, au niveau des performances, etc. En général, on est sur des plaquettes en bovin sur 5-6 cm, ça convient très bien. Mais là, c'est vrai que le calibrage qui a été retenu a été basé sur une utilisation en chaudière. Oui.
Juste, Et pour compléter, oui, juste, ouais, excuse-moi, pour compléter, en fait, en ovin, il y a des expérimentations qui sont faites également, où on est sur de la plaquette petite aussi, de ce type-là, et il n'y a aussi aucune conséquence sur les performances animales et sur le bien-être animal. je vais continuer parce qu'on avait fait aussi des questionnaires des personnes qui ne pouvaient pas être là. Moi, j'avais donc plusieurs questions. C'est plutôt en termes d'organisation de revente, notamment de revente de plaquettes. Du coup, vos voisins vous amènent les branches, vous les broyez, vous vendez la plaquette donc à la commune et vous vous expliquez que la commune rachetait aussi les plaquettes en direct aux agriculteurs. Comment ça se passe du coup au niveau de Oui, l'organisation? alors les voisins, Ouais. ils n'amènent pas les branches, hein. Les voisins, quand ils coupent leurs branches, ils les mettent en tas et nous, on va les chercher chez eux. Alors, si c'est des volumes importants et qu'ils ont décidé et que la commune a dit on va acheter les branches à partir d'un certain volume, c'est-à-dire c'est à partir de 30 mètres cubes, et qu'on les rachète et qu'ils veulent les vendre, parce qu'il y en a beaucoup qui les donnent, hein, je dirais, dans ceux qui font des tas de branches, ils ne cherchent pas l'aspect rémunération. Eux, ce qu'ils cherchent, c'est qu'on leur enlève leurs branches. À ce jour, j'ai très peu d'agriculteurs de mes collègues qui disent oh ben tiens, on va faire un gros chantier, on va vendre les branches. Très peu, très peu. La plupart les donnent gratuitement à la commune. Et après, c'est moi qui gère les chantiers et le stockage et tout. Mais ceux qui voudraient les vendre, c'est la commune qui rachète les branches à l'agriculteur. Et après, moi, je gère le reste comme c'est pas moi qui rachète les branches pour la commune, quoi. Je ne sais pas si Monsieur Laroute, il avait d'autres questions ou si sa main est restée levée. Pardon, j'ai oublié d'enlever. Ok. Je vois que quelqu'un a à nouveau une question. Je vous laisse la main. Je ne sais pas, donc monsieur ou madame Galibert, je ne sais pas si vous avez, normalement, vous pouvez poser la question, vous avez accès au micro. Oui, bonjour, Bernard Galibert dans l'Aveyron. Donc la question, c'est pour une bonne fermentation du tas de plaquettes, est-ce qu'il y a une bonne saison pour couper ou ébrancher? Quelle est la meilleure saison? Je pense qu'on le fait plutôt quand on a du temps. La meilleure saison, ben, nous, en le faisant à la fin de l'été, c'est la saison où les branches, eh ben, elles repartent. Les feuilles sont censées avoir fait leur travail annuel et les branches repartent, je dirais, vers leur hivernage. Est-ce que c'est mieux? Je ne sais pas. On en a fait d'autres fois, à d'autres périodes, sans vraiment attacher une importance, quoi. Ce qui sèche le moins bien en tas, c'est du bois qui est coupé de 1 an ou 2 ans. Parce qu'il a déjà perdu, je dirais, de l'humidité. Et là, il a du mal à remonter en température pour se finir de sécher. Et là, c'est presque ce bois-là, le bois qui est déjà à moitié sec, qui est le plus dur à finir de faire sécher. Alors qu'un bois qui est juste coupé ou de moins d'1 mois ou 2 mois, il va monter en température très rapidement. Et il va jeter son eau très rapidement, mais du fait de monter en température, il va faire du bois sec, bien sec. Et c'est mieux du bois vert pour mettre en tas que du bois sec qui se serait mouillé, le faire un jour qu'il pleut, par exemple. Parce que je me souviens d'un jour, on a fait, ça neigeait un peu, on a dû rentrer beaucoup d'humidité avec la neige, et là, on a eu un tas qui n'a pas failli sécher, quoi. Parce que le bois était déjà sec d'avance et qu'il était humide par la pluie ou par la neige, mais ce n'est pas le problème. Et là, il a mis très très longtemps à sécher parce que l'eau s'en va moins bien sur un bois qui ne fermente pas mais qu'il faut sécher que sur un bois coupé vert qui fermente et donc qui monte en température. Pour compléter, effectivement, l'idée, ça serait de couper quand même les branches ou les arbres hors feuilles. C'est vrai que les feuilles, quand on les passe dans la broyeuse, ben, ça amène de la fine et de la poussière, dans le cadre d'une chaudière. Et ça peut amener aussi, en fait, une sorte de compostage, en fait, de la feuille qui serait broyée en même temps. L'idée, c'est vraiment d'avoir que de la matière, que du bois, qui va être broyé donc vert, c'est-à-dire quelques semaines ou quelques mois après la coupe, pour qu'il y ait, pour que l'eau et les sucres qui sont encore en fait dans le bois puissent fermenter
Et c'est cette montée en température par le biais de la fermentation qui va évaporer l'eau en fait de ces plaquettes. Donc, ça se fait plutôt hors feuille. Mais comme disait Monsieur Senon, après, il y a une question pratico-pratique. C'est que quand on est à l'automne, il y a certaines parcelles, on ne peut pas y passer en hiver, donc il faut les couper en fin d'été ou en début d'automne pour pouvoir y accéder. Et surtout, après, pour pouvoir faire les semis qu'il y aurait sans avoir besoin d'abîmer en fait ces nouveaux semis, quoi. Voilà. Merci. Et justement, donc en termes de temps pour entretenir, vous estimez à combien, je ne sais pas, pour 100 mètres de haies ou une certaine quantité de plaquettes au moment d'aller récolter le bois? Oh, là, c'est assez rapide, hein. Nous, on est équipé d'une escomelle. C'est une pince qui se met sur le télescopique et qui va nous permettre d'aller chercher les branches des chênes si on veut faire des lagages jusqu'à 7-8 mètres d'auteur. Donc, ça va très vite. Et après, si c'est pour faire de la coupe, par exemple, de noisetier au pied ou de la coupe de charmille, de haies, enfin quelque chose, ça va relativement vite. Je pense qu'on peut couper l'équivalent de 200 mètres cubes dans une journée de travail, quoi. Alors après, il y aura bien le temps du déchiquetage. La déchiqueteuse, elle peut faire jusqu'à 500 mètres cubes dans la journée, c'est pas un souci. Donc c'est un chantier comme un chantier d'ensilage. Et après, la reprise, quand c'est en tas, ça reste en tas. La reprise, c'est la livraison aux différents, soit à la commune, soit chez moi, soit chez mes clients. C'est assez rapide. Ça ne prend pas beaucoup de temps dans une année. En réalité, je dirais, comparé à du bois-bûche, c'est quand même, c'est tout mécanisé, quoi. On sort pratiquement jamais la tronçonneuse, quoi. Ok, merci. Et est-ce qu'il y a des essences avec lesquelles vous avez l'impression que ça fonctionne mieux que d'autres, la plaquette, ou pas forcément? Je reviens toujours à la même réponse. Et l'idéal, c'est d'avoir du bois d'arbre. Je dis toujours cette réponse-là, parce que n'importe quel bois convient, à partir du moment où il est en mélange. Certainement, si c'était du résineux pur, on n'aimerait pas trop, d'autant plus que les branches de résineux, elles sont vertes toute l'année. Alors, ça ferait encore plus de fines et tout ça. Donc, le résineux, on va dire que c'est un peu moins bon, mais on en met, hein. On peut aller jusqu'à 30 voire 40%, ça nous arrivait, de résineux dans un. Ça nous arrive d'aller couper des tuillages chez des particuliers, des tuillages que les gens ont oublié de tailler depuis 25 ans, on les coupe au pied, on passe bien tout dedans et puis ça passe quand même, quoi. Donc, c'est pas un souci. Après, l'idéal, ça serait d'avoir, je dirais, je sais pas moi, ça peut être des grosses branches de chêne, du bouleau, des gros bouleaux, des grosses charmilles. Ce qui fait le moins bon bois, ça serait le noisetier et le saule, mais on en a, donc on le passe aussi. Ou alors le peuplier, mais on le met aussi, hein. Donc après, on essaye de mélanger, quoi. C'est rare qu'on ait une année que d'une seule essence, quoi. Très, très rare. On a au moins 5-6 sortes de bois différents chaque année, quoi. Bon, merci du coup ces précisions. Je vais redonner la parole à Monsieur Laroude. Ouais, j'ai une question. Est-ce que quand on a du bois qui pourrait finir en bois-bûche, est-ce qu'il est autant valorisé en plaquette qu'en bois-bûche? Alors, si vous le faites en bois-bûche et que vous devez le brûler chez vous, vous allez être obligé de le manipuler plusieurs fois. Le même bois, moi, ça m'arrive, des mêmes bois qui pourraient aller des fois en bûche, mais vu que j'ai besoin de bois dans mon tas de bûche et puis qu'il doit y aller, eh bien, ça va bien plus vite avec la déchiqueteuse qu'avec la masse et les coins, ou du moins les casseuses modernes. Mais bon, après, deuxièmement, il faut savoir que les rendements des chaudières à plaquettes sont généralement supérieurs. Les rendements de chauffe, quoi. Et donc, si vous mettez des bûches dans un poêle ou dans un insert, vous êtes à maximum 80% de rendement, on va dire, c'est dans ces eaux-là. Nous, on est sur des chaudières qui sont à 90% de rendement, quoi. Donc, on aura probablement plus de valeur une fois déchiqueté qu'en bois-bûche. Ouais, mais ma Ça question, s'arrête là, c'est mais
C'était plus pour moi. Est-ce C'est qu'il une vaut mieux question que de je chaudière. fasse tous mes bois en plaquettes ou mes bois qui pourraient partir en bûche? Est-ce qu'il faut mieux les valoriser en bûche? Alors, si vous le valorisez, alors au niveau tarif, je ne sais pas. Ça dépend. Si vous avez le temps de faire de la bûche et Non, que, j'ai pas le temps de faire la ben, bûche. voilà, c'est ce que je veux dire. Moi, Ok. j'ai pas le temps de faire de la bûche. J'en fais un peu quand même pour d'autres, mais je dirais, c'est Ah pas, bah, mais c'est pas destiné au même bois. C'est pas destiné au même bois. Mais après, c'est une question de chauffage en face, quoi. Si vous avez assez de personnes ou si vous avez une grande maison ou quelque chose comme ça, puis que vous voulez passer du beau bois en plaquette, ça va aller très bien. Sauf que si vous mettez du beau bois en plaquette, comme je dis toujours, qu'est-ce que vous allez faire des mauvais bois, quoi? Alors, à un moment donné, il y a des choix aussi à faire, quoi. Il vaut mieux garder le plus mauvais bois en plaquette, et si on a du bois un peu meilleur, un peu plus noble, eh bien, le mettre en bûche s'il y a besoin, ou en œuvre, ou en autre chose, quoi. La déchiqueteuse, elle demande qu'à déchiqueter des beaux chênes bien droits, bien jolis. Sauf que c'est quand même malheureux de les mettre dedans, quoi. Mais en ouais, valorisation, ça les valorisera largement aussi bien. Mais c'est une question de volume, quoi. ok. Si on n'a pas l'utilisation de la totalité, voilà. Ok. Merci. Disons qu'effectivement, tout le bois qui n'a pas d'autre valeur que de le passer en bois plaquette, euh, faut l'utiliser, il faut le valoriser par ce biais-là, parce qu'on a ces machines-là qui existent aujourd'hui. Si vous avez du bois d'œuvre qui peut être valorisé pour du sciage en Non, scierie, non. ben, il faut le passer en bois d'œuvre. Et si vous avez un marché de bois bûche, parce que bon, pour vous-même, ou si vous avez des clients en fait qui ont besoin de bûches, ben, vous vous réservez les meilleurs morceaux pour faire la bûche, là où c'est le plus simple, et tout ce qui est compliqué à faire, tordu ou des essences de bois tendres qui ne sont pas forcément intéressantes pour la bûche, ben, vous le passez en fait dans la broyeuse, quoi, dans la déchiqueteuse. Non, moi, mon problème, c'est que j'ai beaucoup de bois sur ma ferme et j'ai pas le temps de le faire. Donc, et il se gaspille, en fait. Je gaspille pas mal de bois dans le bordure de champ, dans la forêt. Il y a beaucoup de bois par terre. Et comme vous, Hmm. ça me fait mal au cœur de voir pourrir. Donc, je cherche des solutions pour le valoriser, quoi. Le tout, avant de faire les plaquettes, il faut trouver la valorisation, quoi, je dirais. Ouais, ouais. C'est comme dans tout projet, si vous n'avez pas le débouché en face, ça risque de coincer à un moment donné. Vous pouvez faire de la plaquette, vous n'allez pas mettre sur le bon coin à vendre 30 mètres cubes de plaquettes ou 300 mètres cubes de plaquettes. Ça, non. Aujourd'hui, les gens qui achètent de la plaquette, c'est des réseaux. Je dirais, c'est des gens qui sont organisés parce qu'ils veulent de la plaquette. Ils ont déjà leurs fournisseurs, ainsi de suite. Rentrer sur un marché nouveau, c'est pas évident. Sauf, je vous dis, si vous arriviez à convaincre votre commune, ou je sais pas, moi, ça peut être une maison de retraite ou n'importe quoi, de monter un Ouais, chauffage ouais. comme ça, et là que vous deveniez acteur je dirais, du réseau de chaleur, là, oui, vous pouvez vous engager après à dire, voilà, je veux mettre ça et ça comme bois, c'est pas un souci après. Le tout, c'est bien de savoir ce qu'on veut faire de la plaquette avant de la faire, quoi. Ouais. Ok. Merci. Bon, bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces questions. Donc, on va arriver à l'issue de ce webinaire. Est-ce que, Monsieur Senon, vous souhaiteriez ajouter quelque chose ou voilà, parler d'un thème qu'on n'ait pas forcément abordé? Non, pas spécialement. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur de faire des plaquettes. Et je pense que chez moi, je le remarque et j'en parle souvent avec mon salarié ou avec des gens qui viennent chez moi, depuis qu'on en fait, on n'a pas atteint une limite sur le capital. C'est-à-dire que en faisant de l'élagage raisonnablement, en faisant des coupes je dirais, de haies, de trucs comme ça, eh bien, j'ai l'impression qu'on n'a pas modifié le paysage, du moins plus qu'on ne l'aurait fait si on n'avait pas eu les plaquettes. Donc, c'est tout du bénéfice, à part l'organisation, mais je dirais, c'est tout du bénéfice qu'on a fait parce que on serait chauffé au bois bûche, et ben on n'aurait pris que les meilleurs arbres pour les casser, pour faire du machin. Je pense que c'est un plus qu'on a sur l'exploitation. Après, qu'on le valorise en litière, qu'on peut le valoriser en chauffage, c'est pas le problème. Le tout, c'est de valoriser.
Donc, en fait, juste pour terminer, on avait quand même établi, voilà, il y a une petite dizaine d'années, un document alors, de gestion assez simplifié à l'époque, hein, pour évaluer la ressource qu'il y avait sur l'exploitation et qui permettait en fait à M. Senon de se positionner, de se situer sur ce qu'il pouvait récolter en fait annuellement au niveau de sa ferme. Donc c'était il y a une petite dizaine d'années qu'on avait réalisé ça. Aujourd'hui, tout se fait effectivement avec l'œil affûté, je dirais, de M. Senon pour pouvoir collecter et couper ce qui correspond, on va dire, à l'accroissement naturel au niveau de son exploitation. Et il arrive à maintenir un rythme comme ça de récolte qui correspond en fait à la repousse. Alors, ça fait presque 20 ans, comme vous disiez, que vous avez commencé. À l'époque, ça avait été avec une chaudière à main, une déchiqueteuse à main, je veux dire, avant de passer à des déchiqueteuses de taille plus importante. Mais voilà, il commence à avoir un petit peu d'expérience et un recul certain sur justement les volumes récoltables sur son exploitation et tout en maintenant un certain capital, quoi. Écoutez, merci beaucoup en tout cas pour vos participations. Donc, merci à Monsieur Senon d'avoir accepté de témoigner pour ce webinaire. Donc, on va vous envoyer le lien si vous voulez revisionner le webinaire. Donc, on vous enverra ça à l'adresse mail par laquelle vous êtes inscrite. Et puis voilà, donc comme je le disais au début, il y aura d'autres webinaires qui seront organisés. On va organiser aussi un rallye l'été prochain dans le cadre du projet Val-à-Vie. Donc voilà, n'hésitez pas sur le site de la Chambre régionale d'agriculture Nouvelle-Aquitaine ou de manière générale sur les outils de communication à regarder tout ça. Et n'hésitez pas à nous contacter si vous voulez plus d'informations au sujet de Val-à-Vie. Merci, bonne journée.